very good afternoon to you, ladies and gentlemen. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Bienvenue à ces panels. Innovation et l'intelligence artificielle pour débloquer les potentiels. Je suis rédacteur en chef de Banca. Comment créer une industrie financière de classe mondiale et profiter des 1,5 trillion d'opportunités. Nous avons au cœur de l'entreprise ou de ce secteur des prêts accordés aux PME. 90% de toutes les sociétés en Afrique sont des entreprises, de petites et moyennes entreprises. Ça fait ça représente 2/3 en Europe et plus de 50% aux États-Unis. Nous devons desservir au mieux ce secteur. Les petites et moyennes entreprises, 40% de leurs contraintes de croissance, c'est le financement. C'est pas nouveau, c'est un problème majeur. Nos panélistes vont nous dire comment travailler en tandem pour résoudre ce problème. Je m'en vais inviter nos experts. And our expert is Riyad Nawar, who is manager of FIG Africa Upstream and Advisory for West Central and North Africa for the IFC. Riyad, do come. Riyad, je vous invite au podium. Hi everybody, salut tout le monde. I'm happy to be here, dealing with an important topic because the impact. Ça fait plaisir d'être ici, discuter de ce sujet très important. C'est très important, c'est pas seulement en termes de contribution au PIB, mais également en termes de création des emplois. Pour ce qui est des PME, oui, on ne perçoit pas le problème seulement du point de vue financier. Je veux parler de l'accès aux finances, au marché et le renforcement de capacité. Je m'en vais m'appesantir sur l'accès au marché, c'est le sujet. C'est très important de reconnaître que nous estimons que 65 millions de PME dans les pays en développement ont des besoins de 4,2 trillions. C'est énorme. Le gap de financement est encore énorme dans le secteur informel, de 40% pour le secteur formel à 90% dans le secteur informel. Nous avions mené une intéressante étude en Afrique du Sud. Nous appelons cette étude Nseni Sector. Les informels et les formels jouent un rôle important en termes de création d'emplois. Voilà les différentes catégories de PME, les micro-entreprises sur la base de nombre d'employés, le nombre total des actifs, de petits aux moyennes entreprises, moins de 10, ça peut identifier comme macro, de 50 à 53, 5500, ça fait une entreprise moyenne. Je vais essayer de voir comment profiter de l'intelligence artificielle. Mais avant de rentrer dans le détail, je vous présente la dernière diapo et je reviendrai à la deuxième. L'IA et son utilisation en Afrique, c'est déjà une réalité. Alors, au Madagascar, nous avons soutenu les clients
à travers des facilités, le renforcement de capacité, des conseils pour les aider à améliorer leur processus de prêt nano à travers le IA. Et ça a été fait à travers un partenariat avec les sociétés télécoms au Madagascar. Nous avons aidé ces entreprises. Les chiffres en 2022, 800 000 prêts par an. Alors, 365 jours constituent l'année. Ça veut dire presque 277 prêts par heure. Ça fait 5 prêts par minute. Alors, nous sommes à 20 prêts par seconde. Et je me dis que nous travaillons 24 heures sur 24 sur toute l'année dans le numérique. Nous sommes déjà parvenus à cet objectif et nous parlons d'un sujet extrêmement important, l'évolution de prêts numériques pour les petites et moyennes entreprises. Alors, avant 2010, c'est le prêt classique qui est distribué à travers le réseau bancaire, à travers un processus d'approbation. Et entre 2010 et 2015, émergence de prêts numériques, partenariat avec les télécoms. C'est important. Lorsque nous avons commencé à introduire les données et l'IA dans le secteur financier. Pour ce qui est des réglementations, les télécoms et le transfert mobile utilisent un grand nombre de données et ils ajoutent de la valeur donnée, la notation de crédit. Ils arrivent à soutenir les clients pour avoir accès aux prêts. Nous avions proposé les solutions les plus célèbres. Nous avons réduit le processus d'approbation des prêts de 2019 à 2021. Pendant la Covid, le processus numérique a été accéléré, en toute évidence, et on avait encouragé les PME à adopter des solutions plus numériques. Pas seulement les banques qui procèdent à la transformation à travers les offres numériques, mais également les PME qui suivent la même tendance. De 2021 jusqu'à nos jours, il y a une accélération de prêts numériques à travers le partenariat et également la chaîne de valeur agricole, la nouvelle frontière. Sur la base de mon expérience en Afrique, depuis 2012, nous avons joué un rôle important en rassemblant les acteurs, les télécommunications, les utilisateurs des transferts mobiles. Les réglementations étaient définies. Il y a eu le partenariat, il y avait de grands acteurs dans le secteur de l'agrobusiness, secteur minier, qui établissent des liens avec le secteur bancaire en utilisant l'écosystème pour offrir des services numériques aux clients dans le marché et sur toute la ligne. Toutes ces sources alternatives de données sont les enregistrements de données, la gestion, meilleure compréhension des comportements. Les sources de données sont disponibles sur le marché. Il y a plusieurs sources de données. Depuis la mise en œuvre par la BCAO, les prêts augmentés de 7 fois, qui couvrent les 8 pays. Profiter des données peut améliorer les capacités de prêt des acteurs. L'utilisation de l'IA pour financer les PME. On peut réduire et le processus de prise de décision qui coûte de l'argent, le bureau, les données qui nous aident à la notation lorsque vous travaillez avec les gros acteurs.
les grandes sociétés peuvent disposer des données. Il y a 3 milliards de dollars dans le marché depuis les 20 dernières années. Il y a des données qui peuvent être utilisées pour améliorer les capacités des institutions financières, pour améliorer la prise de décision, également améliorer la notation, l'expérience clientèle. C'est encore plus facile. Vous pouvez demander des prêts à travers la plateforme numérique. Vous pouvez envoyer les informations, les données à travers le réseau numérique de la banque. Pour ce qui est de la détection, cela augmente également à travers l'IA. Enfin, la solution numérique pour le marché. En bas, vous avez les canaux numériques, comment les exploiter, les sources alternatives de données, ça peut être dans le bureau, données disponibles sur le marché, les médias, et toutes ces données dépendent de la capacité des institutions financières pour exploiter ces données. Ça doit être abrité, développé. Nous parlons de la gouvernance des données, comment le faire de manière pérenne, comment créer les outils, les processus et exploiter les données pour améliorer la proposition de valeur et les prêts et les compétences techniques. Partenariat, je le répète, eh bien, c'est tout un voyage. Le rôle des partenariats et les données et les réglementations, comme je l'ai dit, nous parlons de l'alignement stratégique, nous parlons de partenariat avec les transferts mobiles et les banques. Il y a des améliorations en termes de prêts alloués. Il y a plusieurs exemples sur le marché. Et également repartir les responsabilités et les rôles. Et à grande échelle, améliorer la direction, repenser tout le processus. Les différents produits IA peuvent nous aider à avoir accès à beaucoup plus de personnes et les banques peuvent aller sur le marché avec le produit douane. Il y a de cela 7 ans, dans le secteur agricole, surtout pour le cacao en Côte d'Ivoire, notre perception était que le prêt pourrait être le premier produit dont ont besoin les exploitants, mais ce n'était pas ça. En utilisant les données et toutes les compétences pour permettre de mieux évaluer les besoins des clients. Gestion des données a commencé à travers la gouvernance des données, meilleure stratégie, meilleure qualité des données, meilleure architecture et les robots qui sont introduits. L'utilisation des données, important, il y a plusieurs pays en Afrique. On m'a dit que l'Afrique du Sud et la Tanzanie, nous avons des lois pour protéger les données personnelles des utilisateurs. Le financement des PME dans l'ère numérique, je vais résumer, de l'innovation jusqu'aux besoins des clients. Je peux résumer tout cela. Lorsque vous parlez des clients, il va falloir comprendre ce segment et les besoins de la banque, identifier les sous-segments viables et développer les stratégies et les propositions de valeur. Je me rappelle, lorsque nous avons commencé, nous avons mené des études où la bancarisation des femmes est rentable et ça peut générer des profits pérennes pour les banques. Nous avons commencé à examiner les données des banques et le marché. On constate maintenant que plusieurs banques pensent que la bancarisation des femmes est un bon business. Améliorer les propositions de valeur, les produits, les canaux de communication revêt une importance capitale. Vous ne pouvez allouer 1 million de prêts en utilisant votre réseau de bancaire. Le canal numérique, comment le maintenir, revêt une importance capitale. Et maintenant, la gestion de portefeuille. Voilà les principaux aspects de la mise en œuvre réussie. Et la dernière d'impôt, c'est une réalité.
Nous allons voir comment explorer ce sujet et comment le mettre à échelle davantage en Afrique. Infiniment merci. Thank you very much indeed, Riyad. Infiniment merci, Riyad. En 8 ans, vous nous avez présenté l'expérience de 8 ans, de toute une décennie, pardon. Sans plus tarder, j'invite les experts Nana Ban, exécutif pour EcoBank, Anita Omorere, directeur financier de la Banque de Kigali. Et enfin, et non des moindres, Aliou Maïga, directeur du groupe des institutions financières de la SFI. Thank you very much indeed, and it's lovely to be talking with you today. Merci infiniment, ça fait plaisir de vous avoir ici. Anita, nous avons eu un aperçu très approfondi sur la numérisation du processus de prêt, comment concevoir les produits, etc. Dites-nous, les prêts aux SMI au Rwanda, comment est-ce que cela est fait et quels ont été les développements au cours des dernières années dans ce secteur? Merci, John. C'est un plaisir d'être ici cet après-midi. Le secteur des PME dans le contexte rwandais est un secteur très important pour ce qui est de la réduction de la pauvreté, l'emploi et le développement économique du pays. Pendant les années, le gouvernement a adopté une approche volontariste et ce de manière constante pour formaliser le secteur, comment rapidement enregistrer, immatriculer ces entreprises. Par exemple, au Rwanda, pour le moment, vous pouvez ouvrir une entreprise en 24 heures, immatriculation 100% en ligne et c'est gratuit. Le gouvernement a également fait beaucoup de choses pour renforcer les capacités, améliorer l'entrepreneuriat et créer le marché pour ces PME. Il y a par exemple les foires. Nous avons également développé d'autres plateformes où les PME peuvent explorer le marché. Avec ce contexte, c'était très important pour la banque de Kigali, la plus grande banque, avec plus de 40% de parts de marché. C'était important pour la banque de nouer des partenariats avec le gouvernement dans cette démarche, pas seulement pour la croissance de la banque, mais également pour le développement économique du pays. Ce que nous avions fait il y a des années en tant que banque, nous avons d'abord établi un département en charge des PME. Nous l'avons séparé de segments détaillants, grandes entreprises. C'est comme s'ils étaient perdus. Certaines de ces entreprises étaient très petites, mais on a essayé de les regrouper. Et ce faisant, nous avons pu interagir avec les entreprises et en leur offrant des produits pour améliorer toute leur expérience vis-à-vis des clients. Il ne s'agit pas seulement de produits et de services qui ont été améliorés. Nous avons pu aborder les besoins des clients, des PME. Je pense que le partenariat est très important, en particulier dans ce monde numérique. Eh bien, nous avons été très chanceux de faire partie de ces écosystèmes. Nous avons des sociétés d'assurance avec lesquelles
nous avons pu créer de différentes solutions d'assurance pour protéger les PME. Nous avons des sociétés de technologie qui ont su créer des plateformes de paiement. Par exemple, il y a une pour l'agriculture. Les producteurs agricoles, environ 2 millions de ces producteurs agricoles qui utilisent ces plateformes pour payer les différents intrants. C'est ce que nous avons pu faire. Et nous offrons des prêts et facilitons l'accès au financement à ces PME en examinant leur volume de transactions et examiner leurs transactions sur cette plateforme. Par ailleurs, nous avons un certain nombre de partenariats avec les télécoms. Un autre exemple mentionné par Riyad et qui fonctionne. Les secteurs de télécommunications devenus très puissants, surtout au Rwanda, pour ce qui est de transfert mobile. Sans cela, vous ne pouvez pas compétir avec les partenaires. L'une des grandes sociétés de télécommunications, avec cette société, nous sommes en train d'explorer comment offrir les prêts aux 7 millions de clients dont ils disposent. Il s'agit de développer des systèmes de notation de crédit, la trésorerie, les transactions avec les clients pour créer des notations de crédit. C'est là où l'IA permettra d'améliorer le processus. Pour le moment, nous avons commencé avec un volume très infime. Nous allons mettre à échelle en s'appuyant sur le système de notation des crédits. Voilà quelques éléments que je voudrais partager avec vous. C'est ce que nous avons fait pour permettre la croissance des PME. Ce serait intéressant de savoir comment les banques et comme vous-même utiliser tous ces outils tels que présentés dans la communication de Riyad. Avant de parler de l'intelligence artificielle, ce serait intéressant d'avoir votre point de vue sur comment cette approche numérique pourrait améliorer les offres des banques. Et quelle est votre approche en termes de conception des produits? Allez-y. Merci et bon après-midi à chacune d'entre vous. En effet, la numérisation a transformé le paysage. À commencer par la segmentation, l'accès aux données et les outils du numérique disponibles, ce qui nous permet de mieux cibler les clients et concevoir les produits idoines aux différents segments. La notation de crédit, fort heureusement, nous avons pu passer au-delà de systèmes classiques. Ce n'est pas ce qui se passe seulement dans votre compte. Comment établir des relations formelles pour leur secteur, comment avoir accès aux données, des données alternatives qui va bien au-delà de vos informations financières, notamment en ce qui concerne les réseaux sociaux, votre comportement, l'emplacement et également ceux qui vous offrent des services de télécommunication pour avoir une meilleure compréhension de vos activités et qui nous permet de mieux noter la conception de produits. On peut le percevoir sous divers angles. Je pense que c'est fréquent sur le continent. Nous arrivons à concevoir les canaux qui simplifient ou facilitent l'accès au financement. Alors, offrir les services bancaires, nouer des partenariats avec les télécoms, les fintech, et tout ceci découle de l'amélioration des capacités numériques. Ainsi,
que le renforcement de capacité, l'accès aux outils numériques et aux capacités nous a permis non seulement de former beaucoup de clients, par exemple Facebook Live, qui n'était pas tellement connu. Nous avons également pu travailler avec les partenaires. Nous avons aidé les petites et moyennes entreprises à développer leur site web, les introduire au commerce en ligne. Alors, en s'appuyant sur les capacités numériques, cela a amélioré la segmentation, la conception de produits, et cela a permis de prendre des décisions avisées, et cela rend les PME plus viables pour la croissance. Voilà les 4 points que je voudrais faire valoir, mais on peut rentrer dans les détails au fur et à mesure. Before we go further in looking at Avant d'aller plus loin, en envisageant ce qui va se passer avec l'intelligence artificielle, je voudrais qu'on revienne à ce que Riyad disait dans sa communication, l'importance du secteur informel à travers une bonne partie de l'Afrique. Voilà quelque chose qui nous échappe souvent. La question est la suivante. Vous avez tous ces outils qui vous permettent de mieux servir le secteur informel à travers les services mobiles et tout ça. Lorsque vous voyez les défis, bon, ne disons pas des obstacles, mais c'est un peu comme des ralentisseurs. Et lorsque vous travaillez dans le secteur informel pour essayer de formaliser en quelque sorte. Je voudrais avoir votre réflexion là-dessus. Merci infiniment. C'est un plaisir d'être ici avec des partenaires Ecobank et la Banque de Kigali. Je discutais avec Nana. Je viens à Lomé tous les 3 mois. Je viens à Lomé pour rencontrer Ecobank. Avant d'arriver à l'intelligence artificielle, je comprends très bien ce dont il est question. C'est suffisamment utilisé pour résoudre des questions complexes en matière de données et de capacités. Au cœur des crédits, il y a le besoin de prendre des décisions. Les décisions sont informées par les données, des choses qu'on peut automatiser, et puis le jugement humain au bout du compte. Et la question est la suivante. Plus vous avez l'implication humaine, plus cela vous revient cher et le temps de prise de décision. Alors, la préoccupation, c'est la suivante. Comment faire avoir suffisamment de données provenant de différentes sources vous permettant d'avoir un certain automatisme qui vous permette de prendre des décisions rapidement avant que vous n'ayez recours à l'assistance humaine. Riyad a parlé de le besoin de données pour les prises de décision. Il y a 2 préoccupations. La production des données, et aujourd'hui, surtout pour les entreprises, les gens veulent compter sur les états financiers et puis ils vont vers le flux financier. L'état financier, c'est quelqu'un qui l'élabore. Parfois, ça peut être fiable, ça peut ne pas l'être aussi. Donc, les flux financiers, déjà, on peut voir de façon claire. Et les banques définissent leur crédit sur la base de flux financiers. Il y a différentes sources. Il y a plusieurs sociétés qui font leurs paiements. Ils décident sur la base des paiements électroniques, que ce soit les méthodes traditionnelles ou les méthodes de paiement mobile. Aujourd'hui, à partir des données disponibles avec les télécoms, on peut avoir des données. Et l'aspect traitement a été accéléré par la technologie et la taille des données qu'on peut stocker sur un téléphone
sur un téléphone, on peut avoir des données de l'ampleur d'un téraoctet. Et ça, cela nous aide. Et c'est plus facile de tirer avantage. Ce qui est un peu subtil, c'est la formalisation. Parce que toutes les économies sont pour la plupart informelles. Donc, cela veut dire que les données que vous obtenez ne sont pas toujours des données fiables de façon à pouvoir être utilisées. Et c'est pourquoi il est important également de travailler avec les régulateurs, avec les gouvernements, pour voir dans quelle mesure vous pouvez motiver les gens à aller vers la formalisation de l'économie. Là, vous pouvez mettre la technologie, le numérique, et de même, vous pouvez demander aux gens de numériser leurs actions. Et comme ça, vous aurez des données beaucoup plus fiables et qui informent vos prises de décision. Bon, il y a eu des études de cas en matière de numérisation des paiements dans des pays comme l'Égypte, au Nigeria. Et les offres de technologie nous permettent d'avoir des accès formidables. Accès facile au prêt, des méthodes de paiement très faciles. Il y a des gens qui sont un peu réticents à aller dans ce sens. Et en plus, il y a des préoccupations en matière de gouvernance. Alors, est-ce qu'on peut parler dans la communication de réel? C'est un aspect fondamental de la gouvernance, faire en sorte que les données soient utilisées de façon appropriée. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles aujourd'hui avec cette explosion de données. C'est intéressant de vous entendre sur comment on peut avoir la structure de gouvernance en place à l'interne pour faire en sorte que les données des clients ne soient pas mal utilisées. Je crois que la protection des données des clients, dans la plupart des marchés, c'est un domaine toujours nébuleuse. Et c'est les télécoms qui sont les détenteurs. Et parfois, ils peuvent demander ou ne pas demander l'assentiment du client. Et parfois, on veut se cacher dans l'anonymat, mais lorsqu'on veut être spécifique, on peut aller plus loin. Il y a des fintechs qui sont en train de faire beaucoup de choses, proposant des données alternatives, voyant dans quelle mesure ils peuvent se mettre en partenariat avec les fournisseurs de services financiers comme nous pour parvenir à mieux utiliser ces informations pour la prise de décision. Par exemple, pour contourner le défi de l'assentiment ou non du client, nous avons des fintechs qui offrent des applications que l'individu même télécharge et accepte dans le cadre de cette application à ce que leurs activités soient suivies. Et avec ça, ils partagent de façon tacite l'information et on peut s'en servir pour les prises de décision en matière de crédit et autres. On a besoin de faire davantage du travail du point de vue réglementaire et aussi le suivi pour faire en sorte que les données qui sont utilisées soient des données dont l'utilisation a été approuvée et que ces données soient bien stockées et que ces données ne soient pas mal utilisées ou qu'on n'abuse pas de ces données.
Je crois qu'il y a un peu de travail à faire à ce niveau sur le marché continental. Aline, est-ce que vous voulez vous prononcer là-dessus? Oui, bien sûr, je pourrais ajouter surtout dans notre région, nous avons vu que ce défi de gestion de données, dans une certaine mesure, ça ralentit l'innovation. Autant que nous avons de très bonnes idées, surtout sur comment tirer le meilleur de l'intelligence artificielle, il faut retourner à la case départ pour réfléchir sur la gestion des données. Actuellement, nous revenons à la gestion, à la gouvernance de données, l'infrastructure. Si l'infrastructure est approuvée par le régulateur ou si cela est comparable à d'autres systèmes, etc. Et bien sûr, la protection et comment éviter les risques de cybercriminalité. Donc, il est question d'avoir une structure de la gestion de données avant d'envisager même comment utiliser les plateformes IA. Il y a un autre aspect qui a été abordé également, c'est comment augmenter l'inclusion financière et l'approfondir. Cela est une nécessité pour l'éducation financière. Bon, comment est-ce que vous pourrez sensibiliser, éduquer les clients, leur disant voilà ce qu'il nous faut, on a besoin d'avoir telle information, les programmes que Yad a mentionnés, quelle est l'importance de l'instruction numérique, de l'éducation numérique? Je crois que cela est déterminant. Il est déterminant d'éduquer les gens avant de leur proposer des produits. En tant qu'institution de développement, il faut que les gens soient instruits. Si je dis par exemple dans le cadre dans le domaine de la microfinance, on a été parmi les grands moteurs. Mais dans une certaine mesure, il y a eu comme des abus dans certains pays. Donc, on a dû se remettre ensemble pour définir ce que c'est que les crédits responsables, pour qu'on n'abuse pas des microcrédits. Et il faut également éduquer les populations sur les dangers. À prendre trop de crédits que vous ne voulez pas honorer et enseigner aux gens quel doit être le niveau raisonnable d'obtention de crédit. Et dans tout ça, il faut des services non financiers pour aider les banques à servir leurs clients. Je voudrais revenir au sujet même de la discussion de façon détendue. J'ai dit que je ne sais pas ce que c'est que l'intelligence artificielle. En fait, c'est que les différents marchés sont à différents niveaux d'utilisation de l'IA. En 2018, nous avons eu l'occasion de voyager avec un groupe des responsables d'Alibaba, y compris le président de Ant Financial. Et j'ai entendu dire que avec l'intelligence artificielle, les gens là sont en train de faire une mise à niveau toutes les 5 minutes. Aux États-Unis, cela avance. En Afrique, comme elle a dit, à moins que vous ayez des données fiables et une bonne gouvernance donnée, les données ne sont pas suffisantes pour appliquer toutes ces choses-là. Mais à ce stade de démarrage, tout est question des secteurs et des domaines. Et ce qu'il y a, quand vous prenez par exemple les nano-crédits, quelqu'un qui fait un emprunt de crédit pour avoir un peu de crédit appel, c'est très petit.
Mais quand vous allez vers des crédits plus importants, les données, la quantité de données n'est pas suffisante pour vous y permettre, pour vous y amener. Donc, il faut beaucoup d'efforts et de ressources dans la structure financière. Quand on prend la zone francophone, nous avons mis au point un registre en Chine. Eux, ils appellent des registres mouvables, et cela permet d'avoir des milliers de milliards. On a fait la même chose, des milliers de milliards de prêts. On a fait la même chose au Ghana. Et avec le temps, vous avez suffisamment de données sur les acteurs qui vous permettent de vous décider très rapidement. Mais là, la question, c'est comment aller des nano-prêts pour aller vers, c'est-à-dire des nano-crédits en quelques secondes et les prêts, les crédits PME en quelques minutes. Mais si vous pouvez faire en 24 heures, par exemple, ou bien en quelques heures, c'est que vous risquez d'être devenu très compétitif. Et avec le temps, nous allons bâtir les données à travers les systèmes de télécommunications, les paiements mobiles, les informations que vous obtenez des télécoms, les informations de facturation, parfois les réseaux sociaux. Et cela vous permet de rassembler des données qui vous permettent de prendre des décisions sur la base de la logique. Et en dernier, une chose qui pour moi est fascinant, c'est l'apprentissage machine. C'est un système d'apprentissage automatique. Il y a une intégration automatique de l'expérience et des processus. Et je crois que très bientôt nous allons y arriver, que cela soit en quelques secondes ou bien en quelques minutes. La tendance est d'aller vers des prises de décision accélérées avec de moins en moins d'interventions humaines. L'une de mes définitions favoris de l'intelligence artificielle, il y a de cela quelques mois, on nous a raconté une histoire. Lorsque Jan a donné une interview, on lui a demandé quelle est votre définition de l'intelligence artificielle. Il est un peu sceptique. Il dit ce n'est pas encore l'intelligence, ce n'est pas conscient, donc tout le monde doit prendre son temps. Mais il a proposé une alternative intéressante. Il a dit l'application des statistiques, et puis il a dit plus de statistiques il a, plus de données il a, le mieux pour l'application. Et c'est là ce qui se passe actuellement, et c'est ce que Jihad nous a présenté. Si je peux accorder un prêt en 10 secondes, c'est mieux que de le faire en plusieurs heures. Nous sommes en train d'y arriver. La capacité sont en train d'être améliorées jour après jour. La capacité d'analyse s'améliore au jour le jour. Et cela, une fois encore, ça revient à la gouvernance et aussi le risque qui accompagne tout ça. Peut-être, on peut commencer avec vous. Pendant que vous travaillez avec ces systèmes que vous mettez en place, comment est-ce que vous vous rassurez en ce que les données, selon les normes de gouvernance, comment éviter les biais? Oui, j'apprécie l'idée d'allouer le prêt en 10 secondes. Et nous avons la bancarisation dans notre pays avec un fintech, 300-400 $, et ça prend 1 ou 2 journées. En 1 seconde, à 7,5 secondes, un prêt est déboursé ou décaissé. C'est possible. Lorsque vous avez ces PME qui ont un chiffre d'affaires de 400 $ par jour. Maintenant, pour ce qui est
de l'apprentissage par la machine, le risque du parti pris, oui, c'est un apprentissage à travers les données qui sont collectées. Mais si vous collectez les données dans un endroit spécifique donné, juste un exemple classique, si toutes les données dont je dispose sont liées ou au propriétaire homme des PME, lorsque je demande à travers ma tablette si je suis femme, c'est comme si ce sexe n'est pas très populaire. Voilà un tout petit peu le parti pris qui, malheureusement, est lié à l'intelligence artificielle et également à l'apprentissage par la main. Alors, nous devons être plus conscients en termes de formation. Dans le domaine de l'IA, nous devons collecter les données de la communauté des producteurs agricoles dans les centres urbains, différents secteurs pour enrichir les données qui servent de source d'apprentissage pour cette machine. Et de deux, à l'évidence, nous devons être ouverts à la mauvaise décision sur l'allocation des prêts pour mieux différencier. Mais voilà quelques réflexions que je pourrais faire avancer. Je pense que nous devons faire les choses de manière plus accélérée. Oui, il y a cette tentation de faire les choses exagérément accélérées. Oui. Même si vous avez les meilleures données disponibles sur le marché, même si vous travaillez avec les meilleurs experts en données et les partenaires, vous devez faire les choses de manière délibérée lorsque vous utilisez ces nouveaux produits. La situation est un tout petit peu délicate. D'une part, vous voulez avancer rapidement. Là, nous parlons de la perturbation, comment avoir accès plus rapidement au marché, avoir cet avantage compétitif. Mais le revers de la médaille, il y a beaucoup de risques liés à la célérité du processus. Par exemple, des problèmes de réputation peuvent être à risque. Par ailleurs, nous adoptons une approche volontariste, mais de manière prudente. Maintenant, en ce qui concerne le climat de confiance avec les clients, oui, si vous faites les choses de manière un peu hâtive, il y a des risques. Moi, je relève d'une banque commerciale très régulée. On pourrait envisager une situation hybride où, si possible, vous allez essayer d'être rapide et agile et vous devez être plus prudent et vous devez adopter une approche plus prudente. Ce que nous avons constaté, particulièrement au Rwanda, les régulateurs soutiennent énormément l'innovation, surtout dans le secteur de l'IA. L'année dernière, il y avait eu une adoption d'une réglementation, le sandbox, où les banques commerciales peuvent s'appuyer sur ces solutions dans un environnement réel avec les clients, bien entendu contrôlé. En ce qui me concerne, c'est une bonne initiative qui nous permet également de cheminer avec le régulateur. Mais je me dis que actuellement, il est un tout petit peu risqué de faire les choses rapidement. Je pense que nous devons expérimenter davantage de produits pilotes avant de s'assurer que ce produit peut être
appliqué sur le marché. Parce que nous parlons de protection de données. Vous voulez ajouter quelque chose à cela? Et je pense que le partenariat avec les fintechs fera la différence. En tant que banquier, nous voulons faire les choses pas trop vite. Oui, c'est pas ça la norme au XXIe siècle, mais je pense que le partenariat avec les fintechs, surtout pour les banques, nous parrainons les fintechs. Nous avons des centaines de demandeurs et de participants. Nous avons constaté que ils trouvent les voies et moyens plus innovants pour faire les choses plus rapidement. Peut-être un nombre moindre, mais c'est équilibré. Mais davantage de acteurs dans le secteur doivent adopter les fintechs. On doit cheminer avec eux. Ma contribution à cela, oui, est-ce qu'on doit adopter le rythme des fintechs? Ça pourrait créer de gros titres. Mon exemple au Royaume-Uni, nous avons un régulateur proactif qui essaye de soutenir l'innovation, la concurrence. Il y a des acteurs innovants pour examiner les offres et ils font les gros titres, mais les grandes banques ne bougent pas et ils sont conservatrices. Ils ont l'avantage de prendre leur temps et de choisir leurs partenaires plutôt que d'être les premiers à l'avant-garde. Non, ils vont pas changer bientôt. Oui, ça paye hein, si on fait les choses de manière prudente. Nous avons encore quelques questions, mais peut-être je voudrais donner la parole aux participants. Est-ce que vous avez des questions aux panélistes? Nous aurons suffisamment de temps pour conclure. Nous n'avons que 10 minutes. Oui, allez-y, monsieur. À la troisième rangée, quelqu'un voudrait prendre la parole. Vous avez la parole. Est-ce que vous avez le micro-baladeur? Thank you. If you could just introduce yourself. Présentez-vous et posez votre question. Français, je suis Cyriac Bogou, je viens de la Côte d'Ivoire, je suis spécialisé dans tout ce qui est éthique dans l'intelligence artificielle. Donc ma question s'adresse aux panélistes, c'est de savoir ces solutions que vous développez pour qu'un presse puisse être fait très rapidement, comment vos développeurs mettent tout ce qui est responsabilité éthique pour ne pas que ça écarte un certain nombre de personnes ou bien un certain nombre de SME. Thank you. That's a question which speaks to the question of governance. Oui, c'est cette question de gouvernance que nous avons abordée rapidement. Je peux répondre à cette question. Moi, j'ai été toujours simpliste et pragmatique. Pour ceux qui commencent, je ne suis pas encore préoccupé par ceux qui sont exclus. Nous sommes toujours à l'étape d'expérience jusqu'à arriver à un certain niveau. Ici, nous parlons de la gouvernance et des données. La protection des données des clients, c'est des questions éthiques. C'est pas technique, c'est pas juridique, c'est également éthique. À tout le moins, en ce qui nous concerne, tout ce que nous faisons, nous respectons certains principes et valeurs. Nous parlons de la gouvernance environnementale et sociale. Alors, ce que nous faisons intègre tout cela. Bien entendu, il y a moult débats autour d'éthique et de l'IA. Certains employés de Google ont démissionné à cause de ces problèmes. Encore une fois, en Afrique,
c'est encore nouveau. Le problème, c'est comment résoudre les problèmes. Les effets secondaires deviennent plus compliqués. On va essayer de voir comment faire face à cela. Et là encore, nous parlons d'éthique. Je dois dire que l'un des principaux avantages des petites et moyennes entreprises, les acteurs ont compris que vos anciens comportements rentrent en ligne de compte. Lorsque nous prenons une décision, vous dites que l'argent est gratuit, nous avons de l'argent, nous allons aux surprises parties, mais en fin de compte, cela joue contre vous. Et on collecte des données sur ces comportements, comme mon collègue l'a dit. Oui, certainement. Oui, ça va se faire étape par étape, mais en fin de compte, ça va devoir nous aider à mieux contrôler nos comportements. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Deuxième rangée. Français, Vincent Dibetta de BPI France. Je n'ai pas tout à fait bien compris. Quelles données utiliserait l'intelligence artificielle pour pouvoir accorder un prêt quand les documents financiers ne sont pas forcément vrais ou exacts, quand la carte d'identité n'est pas forcément reconnue partout, ou quand l'empreinte digitale n'est pas évidemment claire. Donc, qu'est-ce que vous prenez comme chose pour pouvoir être en capacité d'accorder un prêt? Et est-ce que vous faites que des crédits bas de bilan, court terme, sur des durées très courtes, ou est-ce que vous faites également des crédits moyen-long terme? Merci. So, I don't know if I've 100% understood. Je me demande si j'ai bien compris la question. Vous n'avez pas votre écouteur. D'après ce que j'ai compris, la source des informations, vous devriez avoir votre écouteur pour mieux comprendre l'interprète. En ce qui me concerne, il est question de renforcer les capacités à exploiter les données déjà disponibles. Par exemple, un client qui fait des transactions sur Internet, des applications mobiles, ils viennent à la banque, les fournisseurs font des transactions avec. Mais pour le moment, nous n'arrivons pas à collecter toutes ces données pour créer une tendance, des caractéristiques concernant ce client. C'est ce que nous disons. C'est pour cela que nous disons que nous devons nous inspirer de l'intelligence artificielle pour collecter les différentes données à travers tous les canaux et créer un profil de ce client. Le profil de dépenses de clients, ils aiment dépenser sur tel article. Généralement, ils ont un solde maintenu dans leur compte. Et tout cela nous permettra de prendre des décisions très spécifiques à ces clients. Mais pour le moment, c'est très généralisé. Des fois, ça dépend des méthodes d'allocation de prêts classiques. Il y a également le parti pris qui est propre à l'être humain. Et également, il y a des informations sur également le traitement des dossiers. Nous devons renforcer ces capacités pour avoir ce profil dans le seconde. Et ça pourrait nous permettre de prendre des décisions avisées et qui sera également appropriée pour le client. Je voudrais ajouter à cela la question, en fait. Il y a beaucoup de paliers à cette question, où comporte plusieurs volets. Mon instinct, non, je ne fais pas confiance au rapport financier. Dans un environnement, vous savez que ce n'est pas très précis. Non, ça n'a pas tellement de sens. Pareil pour la trésorerie. Mais il y a beaucoup qui n'ont pas des informations financières précises, mais ils ont des comptes et ils ont des rapports financiers, des états financiers,
l'administration fiscale, un compte pour les proches parents et l'autre pour l'entreprise. Ce n'est pas tellement pertinent. Des fois, les sources de données comptent beaucoup. Il ne faudrait pas forcément compter uniquement sur les états financiers. Mais non. Quelle est l'importance d'un prêt à une personne, quelqu'un qui prête au jour le jour? Si vous allez acheter les articles le matin, vous le vendez dans la journée, vous avez votre profit en fin de journée. Si vous prêtez de l'argent et vous le faites 1, 2, 3 fois et vous remboursez, après une année, les gens vous connaissent et ils disent que vous êtes fiable, vous êtes solvable. La chance de ne pas rembourser, c'est très infime parce que c'est très important pour vous. Pareil pour ce que nous appelons Bora Bora au Kenya. Non, c'est les moto-taxis qui prêtent de l'argent pour acheter du carburant le matin et en fait de compte, ils remboursent. En fait, il s'agit de la capacité à rembourser également pour ce qui est de la trésorerie et la volonté à rembourser. Ils n'ont d'autres options que de rembourser. Vous avez raison. Aujourd'hui, les différents types de prêts, c'est infime par rapport aux pertes potentielles. Mais il faut partir des prêts nano à des prêts plus informatisés pour ce qui est des approbations. C'est comme mademoiselle Nana l'a dit, donc c'est tout un voyage. On ne dit pas que c'est figé, c'est déjà disponible. C'est important de savoir comment exploiter les données pour améliorer l'inclusion financière et l'accès aux prêts. Inclusion financière a permis d'améliorer l'accès au financement. Les indices ont dit que ça a amélioré de 30 à 50%. En moins de 30% à 50% le crédit par rapport au PIB, c'est stagné. Et on espère que davantage de données peut nous aider à améliorer cela. In terms of On est en train d'arriver à la fin de notre discussion. En ce qui concerne l'importance de données, le volume, comment les gérer, et cela devient de plus en plus important. Je suis juste en train de réfléchir à haute voix. Quand on voit les partenariats en place entre les banques, les fintech, des télécoms et avec d'autres acteurs, je me dis maintenant que, bon, c'est vrai que ça a été toujours important, mais maintenant que ça devient de plus en plus important, comment est-ce que cela détermine les termes du partenariat entre les banques et autres acteurs? Vous avez parlé des nébuleuses qui ont existé dans le partenariat. Alors, à l'avenir, comment est-ce qu'on pourra faire en sorte que ces nébuleuses-là soient dégagées? Les services bancaires ou les services financiers en tant que tels deviennent de plus en plus attrayants pour les non fournisseurs de services banquiers parce que ça leur permet de rendre service à leurs clients qui consomment ces services bancaires sur leurs canaux, que ce soit des frais, des prêts, des dépôts, et tout cela développe un peu de loyauté, fidélisation de leurs clients. Donc, le partenariat doit faire en sorte que le partenaire qui a les données aille plus loin pour faire en sorte qu'il y ait un consentement et que les données soient convenablement protégées et pendant qu'on le partage avec les partenaires bancaires. Dans certains cas, les informations fournies à la banque, les informations sont très limitées pour des raisons de
protection des données. Donc on finit dans une sorte de cannibalisation. Ces relations sont en train de s'améliorer et la valeur est reconnue par tous les acteurs et je crois que nous sommes dans un environnement amélioré lorsqu'il faut impliquer aussi le régulateur pour créer un environnement plus fiable de partage de données et de contrôle et faire en sorte que la gouvernance des données soit au niveau optimal. Justement, je voulais dire la même chose. Je voulais dire que ce que Maman a dit là, c'est encourageant pour nous parce que nous sommes, écoutez, on est encore tout au début où les télécoms décident des termes de partenariat parce que pour le moment, c'est eux qui sont les détenteurs des données clients. Et voilà, vous venez dans la négociation étant en position de faiblesse des partenariats ou des produits qu'on a eus, parfois il faut supporter le risque à 100% et vous voyez, c'est un peu subtil, mais au même moment, c'est important. Donc, c'est encourageant d'entendre que, de façon potentielle, on va arriver à un moment où ce sera un processus gagnant-gagnant. Vous voyez, les données, c'est des ressources viables. Malheureusement, on est en cours de temps maintenant, on est arrivé à la terre. Je crois que l'année prochaine, ce sera l'attribution des prêts en 5 secondes. Merci infiniment, Nana, pour vos contributions, vos pensées. Vos idées.